Imaginez que vous êtes attaché dans un siège de conducteur étroit. Du plastique dur et du métal vous enferment, sans espace pour bouger. Un casque vous serre la tête et des gants vous en serrent les mains. Devant, un ventilateur aspire l'air comme un chien assoiffé. Des lumières et des chiffres clignotent sur le volant tandis que des moteurs bruyants rugissent tout autour de vous. 10 secondes, tout ce que vous entendez, c'est le tonnerre grondant sous les capots des 20 voitures. Vous attrapez la palette de vitesse. C'est le moment. Votre cœur bat bien plus fort que le V6 hurlant derrière vous. Le feu vert s'allume. Écrasez l'accélérateur. Plus de 900 chevaux vous projettent violemment en arrière. Dehors, tout n'est plus que traînée et bavure. 4,5 G vous écrasent à plus de 260 km à l'heure. Des vents violents tirent sur votre casque mais ne peuvent ne pas l'arracher. Vos mains moites tournent le volant dans un virage serré, les pneus crissant. Tout semble rétréci avec les jets qui déchirent dans votre corps. Le mur en béton file près de votre coude. Vous zoomez vers l'extérieur et collez vos yeux à l'arrière de la voiture de course devant vous, attendant une ouverture. Comme une partie de chat à 350 km/h avec de gros enjeux. Chat et souris, c'est ça la course de Formule 1. À ces vitesses, chaque fraction de seconde compte et une seule mauvaise réaction peut signifier un désastre, voire la mort. Rejoignez-nous pour cette couverture pleine d'adrénaline des 6 pires accidents mortels dans ce sport extrême. La Formule 1, également connue sous le nom de F1, est la catégorie la plus prestigieuse des courses internationales de voitures monoplaces à roues découvertes. On l'appelle Formule 1 car elle respecte des règles strictes ou une formule qui limite la technologie et la conception des voitures de course. Cette formule a été définie et perfectionnée au cours des plus de 70 ans d'histoire de la F1 afin de permettre des vitesses fulgurantes tout en garantissant une compétition serrée. C'est une partie d'échecs high-tech et à enjeu élevé sur roue. Les leaders alternent sans cesse leur position avec la stratégie des stands et la gestion du carburant. Les données de télémétrie affluent dans les stands pour être analysées en vue du moindre ajustement. La concentration du pilote doit être parfaite, tandis que les voitures frôlent la limite du contrôle. Dans un sport où des millionièmes de secondes séparent les places sur le podium, les risques sont grands, mais la gloire est encore plus grande pour ceux qui savent maîtriser à la fois la voiture et le cheval. La Formule 1 mélange de façon unique le danger, la technologie de pointe, la stratégie et la prise de décision en une fraction de seconde pour offrir la course de plus haut niveau sur la planète. Lorsque vous placez 20 pilotes courageux sur des circuits conçus pour des vitesses élevées et des virages serrés, il est inévitable qu'il y ait des pertes humaines. Depuis sa création, environ 52 pilotes sont morts sur l'asphalte brûlant du circuit. Et ce chiffre n'inclut pas les commissaires de piste ni les spectateurs. Attachez votre ceinture pour un voyage mouvementé alors que nous allons examiner certaines des pires tragédies de la Formule 1 dans l'histoire de ce sport automobile extrême. Bien que les accidents que vous allez voir soient parmi les plus violents de l'histoire, certains d'entre eux ont changé le cours de la sécurité en Formule 1. Le premier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu le 13 mai 1950 sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un nouveau sport dangereux. En 1952 années, où le casque devient obligatoire, le premier décès en F1 survient avec Cameron Earl lors d'un accident d'essai. C'était le début d'une longue série de décès qui n'a commencé à diminuer que dans les années 80 et 90. Après 2 décès tragiques et évitables, en 1994, les autorités de la Formule 1 ont instauré des procédures de sécurité standardisées. Cela s'est traduit par l'amélioration des casques, des barrières plus solides, de nouveaux pneus et des flancs de cockpit plus hauts pour une meilleure protection des pilotes. Bien que ces accidents aient certainement changé le cours de la sécurité en F1 telle que nous la connaissons, ils pâlissent en comparaison de la brutalité de ce que vous allez voir. Les accidents arrivent, mais ce qui est pire, c'est lorsque ceux qui sont responsables ignorent les signaux d'alerte qui auraient pu éviter la tragédie. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Joseph Schlesser, un pilote de course talentueux qui faisait partie de l'équipe Honda. Avant l'arrêt brutal de sa carrière en F1, ce pilote français a participé aux 24 heures du Mans et à la Formule 2 où il s'est surtout fait connaître. En 1968, Joe a eu l'opportunité de piloter une Formule 1 au Grand Prix de France. C'était la toute dernière Honda RA 302 équipée d'un moteur expérimental refroidi par air et d'un châssis en magnésium. La voiture de F1 expérimentale a été testée par la légende de la course John Surtees.
Il a déclaré à l'équipe Honda que la voiture n'était pas prête et l'a qualifiée de piège mortel. Quoi qu'il en soit, Honda voulait montrer sa dernière innovation. Alors, quand le moment est venu de courir, Jean a refusé de mettre un pied dans le véhicule. En tant que héros local, Honda a engagé Joseph Schlesser pour relever le défi à la place. Au deuxième tour sur 60, l'avertissement sévère de Jean Surtees est devenu une réalité douloureuse. Dans le virage des 6 frères, sans aucun avertissement, la Honda RA 302 a dérapé, a tournoyé violemment et sont venus s'écraser contre la barrière latérale. Les 58 tours de carburant restants, ainsi que le châssis en magnésium hautement inflammable, ont pris feu, piégeant Joe dans le véhicule et empêchant les commissaires de s'approcher suffisamment pour le sortir. Lorsque les flammes furent maîtrisées et que Joe fut extrait de l'épave en feu, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. La vérité la plus douloureuse à propos de cet accident, c'est qu'il a été causé par une cupidité d'entreprise insensée et le désir de mettre en avant une voiture qui était au final un véritable piège mortel. Si les chefs d'équipe Honda avaient écouté les avertissements, Joe serait peut-être encore là aujourd'hui. Ensuite, nous avons Jochen Rand d'Allemagne. C'est le seul pilote à avoir jamais remporté un titre de champion du monde. Après sa mort, Jochen a d'abord couru à moto avant de passer vite aux voitures, au début des années 1960. Il a couru en Formule Junior puis Formule 2 avant de rejoindre la Formule 1. Il débute en F1 en 1964 avec l'écurie Rob Walker, mais ce n'est qu'un an plus tard que son nom a commencé à circuler parmi les conversations des passionnés de F1. En 1965, il rejoint Cooper et obtient son premier podium à la deuxième course de la saison. Cela a propulsé Rent dans une carrière prospère en F1 courant pour des écuries comme Lotus et Brabham. Il est devenu une légende des circuits par son style agressif et son approche intrépide. En dehors du circuit, tous le connaissaient pour son charisme et son esprit inébranlable. Il est regrettable que sa saison la plus réussie ait été marquée par sa mort tragique. En 1970, Rand était au sommet de sa carrière. Malgré une forte concurrence de rivaux talentueux, Rindt a remporté 5 des 9 premières nets en course de la saison, le plaçant en tête du championnat. Mourir brûlé vif était la pire crainte d'un pilote de F1 et cela arrivait malheureusement souvent à l'époque. Comme nous venons de le voir avec l'histoire tragique de Joseph Schlesser, les ceintures de sécurité standard utilisaient un harnais à 5 points. Voulant pouvoir s'échapper d'une épave en feu à temps, Joachim a décidé qu'il valait mieux ne pas attacher le 5e point du harnais entre ses jambes. Il ne savait pas encore qu'en essayant d'éviter une mort horrible, il en provoquerait une autre. C'était le 5 septembre à Monza, en Italie. Joachim Rindt, ainsi que de nombreux autres pilotes, s'entraînaient pour les 4 dernières manches du Grand Prix d'Italie alors que Joachim approchait de la célèbre Curva Parabolica. Il a freiné rapidement, mais une panne de l'arbre de frein lui a fait perdre le contrôle du véhicule. La voiture a percuté une glissière mal installée, provoquant un tête-à-queue. Comme Joachim n'était pas correctement attaché, il a glissé sous son harnais 5 points et s'est mortellement sectionné la gorge avec la ceinture de sécurité. Rien ne pouvait sauver le jeune homme de 28 ans alors que sa vie s'échappait. Joachim a manqué les 4 dernières courses après son accident mortel, mais son avance au classement lui a permis de remporter le titre de champion du monde. Après sa mort, sa disparition n'a pas été vaine. Des règles plus strictes sur les ceintures de sécurité ont été instaurées et l'importance de bonnes barrières est apparue plus clairement. La mort que Jochen Rindt essayait désespérément d'éviter, c'est exactement ce à quoi Roger Williamson a été confronté quelques années plus tard, en 1973. Il était extrêmement passionné par la course, très respecté par de nombreux pilotes de sport automobile et il était double champion de Formule 3 britannique. Avec sa vitesse et son talent sur la piste, il ne faisait aucun doute que Williamson pouvait devenir champion du monde. Mais cet espoir a été brisé lors de sa deuxième course de Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas. C'était seulement 2 semaines après une performance ratée. Après un mauvais départ, Williamson était remonté à la 13e place avec une grande détermination. Lors de son 8e tour, une défaillance catastrophique s'est produite dans un virage. Le pneu avant gauche a éclaté, projetant la marche 731 contre une barrière métallique. La voiture a décollé dans les airs et a atterri à 70 mètres du point d'impact, projetant du carburant et des étincelles alors qu'elle glissait sur son toit. Williamson n'avait pas été grièvement blessé dans l'accident, mais il était désormais piégé à l'intérieur d'une voiture qui était en train d'être engloutie par les flammes. Seul David Purley, ami proche de Williamson et ancien parachutiste, vint à son secours.
2 commissaires ont observé Purley tenter de retourner la voiture pour sauver son ami. Il a vidé un extincteur sur l'épave, mais cela n'a pas suffi à arrêter les flammes. Purley a reconnu plus tard avoir entendu son ami crier pendant l'incendie. Une enquête a révélé que la barrière avait été mal installée sur du sable au lieu du béton, ce qui a projeté la voiture au lieu de l'arrêter. Après cet incident, il est devenu obligatoire pour les commissaires de piste de porter des vêtements ignifugés et la qualité de leur formation s'est améliorée. Vous vous demandez sûrement pourquoi aucun autre pilote n'a aidé. Après la course, interrogé sur son absence d'aide à Roger Williamson, Niki Lauda a répondu « Je suis payé pour courir, pas pour m'arrêter ». Il est clair que cette catastrophe aurait pu être évitée avec une bonne planification et un peu d'empathie humaine. Un autre accident insensé qui aurait pu être évité est celui de Helmut Koenig, un pilote autrichien de 25 ans. Attention aux spectateurs, ce prochain accident est probablement le plus extrême de la liste. Helmut a débuté sa carrière de pilote, comme beaucoup de futurs pilotes de F1 dans une F1. Il avait acheté cette voiture au grand Niki Lauda dans l'espoir de devenir le prochain champion de Formule 1 issu de Vienne. Avant la F1, Helmut a couru en voiture de tourisme Formule 5 et Formule Ford. Après s'être fait un nom dans la course automobile, il a finalement pu acheter un volant chez Scuderia Finauto pour courir au Grand Prix d'Autriche en 1974. Il ne s'est pas qualifié, mais il a obtenu l'opportunité de faire partie de l'équipe de course Surtees créée par John Surtees. Après que Helmut ait fait ses preuves lors du Grand Prix du Canada 1974, il commençait à se faire un nom comme le Challenger à surveiller en 1975. Malheureusement, il ne vivrait pas assez longtemps pour voir ses victoires se réaliser. Le 6 octobre 1974, lors du Grand Prix des États-Unis sur le circuit de Watkins Glen, Helmut Koenig a subi une défaillance catastrophique de la suspension au virage numéro 7. Une défaillance de suspension peut faire perdre le contrôle du véhicule. Incapable de tourner, Helmut a percuté la glissière de sécurité censée éviter de graves blessures. La faille était une glissière de sécurité mal fixée. La partie inférieure s'est pliée sous la voiture, la supérieure était restée intacte. Helmut a traversé l'espace. La vitesse, la force et l'angle ont frappé son torse, lui arrachant tragiquement la tête. Ce qui aurait normalement été un accident à basse vitesse avec des blessures mineures s'est transformé en un accident tragique qui a traumatisé toutes les personnes présentes ce jour-là. La mort de Helmut Koenig aurait été évitée si la glissière de sécurité avait été bien installée. Cependant, rien n'aurait pu préparer le monde de la F1 à l'incident catastrophique qui a coûté la vie non pas à une, mais à 2 personnes sur le circuit de Kyolami lors du Grand Prix d'Afrique du Sud. L'un de ces hommes était le prometteur Tom Pryce, un pilote gallois qui a fait sensation en Formule 1. Pryce a débuté sa carrière en courant pour la petite équipe connue sous le nom de Token Racing, faisant leur seule apparition lors du Grand Prix de Belgique 1974. Il a ensuite intégré l'équipe Shadow et goûté au nectar de la gloire et du succès. Il a obtenu son premier podium en Autriche en 1975 et son deuxième est arrivé au Brésil un an plus tard. Tout le monde a commencé à entendre parler du jeune Gallois, connu pour ses vitesses audacieuses sur la piste et sa personnalité authentique et terre-à-terre. En dehors de la piste, l'équipe de Pryce le voyait comme l'un des meilleurs sous la pluie, maîtrisant la voiture, tandis que d'autres perdèrent le contrôle. Ironique si l'on considère que son accident mortel s'est produit dans des conditions humides lors d'une séance d'essai du Grand Prix d'Afrique du Sud 1977. Tom écrasait la concurrence. Ce n'était pas un mince exploit, la concurrence incluant Niki Lauda et James Hunt. Cependant, au 22e tour, Tom avait pris du retard et poussé sa voiture à la limite pour essayer de rattraper son retard. C'est là que la tragédie a frappé. Le coéquipier de Tom Pryce, Renzo Zorzi, a rencontré un problème avec l'unité de mesure de carburant, ce qui l'a poussé à s'arrêter sur le côté gauche de la ligne droite principale pour demander de l'aide. Un jeune commissaire du nom de Frederik Jansen van Vuren a traversé la route pour éteindre le feu qui s'était déclaré sur le moteur de Zorzi. Mais à ce moment précis, Pryce est arrivé dans un virage. Se déplaçant à une vitesse estimée à 270 km/h, il a percuté le jeune commissaire au pied, le projetant dans les airs avant qu'il ne retombe de l'autre côté de la route. Dans un tragique et étrange coup du sort, l'extincteur que portait le commissaire a frappé Tom Pryce sur le casque, la force de l'impact le tuant sur le coup. Ce qui rend cet accident encore plus triste, c'est que Tom Pryce, âgé de 27 ans, avait un avenir très prometteur devant lui.
Grâce à ses succès, Price était vu comme futur vainqueur de course et possible champion du monde. Il était l'unique Gallois vainqueur d'une course de Formule 1. Heureusement, la sécurité en Formule 1 s'est énormément améliorée depuis sa création. Il n'y a eu que 5 décès depuis 1994, c'est pourquoi la mort de Jules Bianchi en 2015 a été un tel choc pour la communauté. Il y avait eu 20 années paisibles dans le sport de la F1 sans aucun décès. Jules était le petit-fils de Mauro Bianchi, un ancien pilote qui a participé à 3 grands prix de Formule 1 hors championnat en 1961. Il est clair que la course coulait dans ses veines, car il voulait suivre les traces de son grand-père. Jules n'a jamais gagné, mais sa passion pour ce sport égalait celle des champions. En 2012, il débute en Formule 1 comme pilote d'essai chez Sahara Force India, puis court pour Marussia l'année suivante. Durant cette période, son meilleur résultat fut une 13e place au Grand Prix de Malaisie. En tant que jeune sur la scène, on espérait qu'il aurait un avenir prospère dans ce sport. Tout cela a pris fin brusquement le 5 octobre 2014. C'était le 43e tour du Grand Prix du Japon. De fortes pluies ont frappé le circuit de Suzuka à cause du typhon. Fanfone. Adrian Sutil de l'équipe Sauber avait déjà glissé à cause des conditions humides, percutant une barrière latérale alors qu'un véhicule de dépannage s'occupait de la voiture d'Adrian. Jules a abordé ce virage difficile à grande vitesse, sans assez ralentir sur la piste glissante. Il a percuté le véhicule de dépannage si violemment que la lourde machine a été soulevée. Jules a subi ce qu'on appelle une lésion axonale diffuse, c'est-à-dire un traumatisme crânien extrêmement grave. La course a été immédiatement arrêtée et Lewis Hamilton a été déclaré vainqueur. L'histoire tragique de Jules, 25 ans, ne s'est pas arrêtée là. Il a été plongé à 1 mois en coma artificiel. Plus de 90% des victimes d'une lésion axonale diffuse ne retrouvent jamais conscience et malgré le temps, les efforts des médecins et neurochirurgiens restent vains. Son choc avec le véhicule de dépannage a causé un traumatisme trop extrême. 9 mois après son accident au Japon, Jules Bianchi est mort de ses blessures à la tête. Les hommages vont affluer. L'équipe Marussia décrivant Bianchi comme un être humain magnifique et un talent éclatant. Lewis Hamilton a dédié sa victoire à Jules. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.